ça fait un peu musique des années 80. D'ailleurs, la première cohabitation, c'était en 86. Vous êtes 61% pour Elab aujourd'hui, 56% lundi sur Ipsos, 63% pour Opinionway dimanche. Oui, vous êtes une large majorité pour une cohabitation, alors que, à l'exception de Chirac en 2002, Macron est le président le mieux réélu de la Ve République en pourcentage. Peut-être un président moins élu que Marine Le Pen battue, certains le disent. Et puis après tout, une cohabitation, mais avec qui? Les oppositions étant, comme on dit dans les tontons flingueurs, éparpillées façon puzzle. Cohabitation de longue durée, car pour 5 ans, sauf dissolution, est-ce viable? Cohabitation feutrée ou cohabitation tendue? On disait il y a 20 ans, en 2002, que les Français étaient vaccinés contre la cohabitation, mais manifestement, 20 ans après, ce n'est plus le cas. D'où notre grand débat. Souhaitez-vous une cohabitation après la législative? Et vous êtes 80,8% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir Philippe. On disait il y a 20 ans, un temps que les moins de 20 ans donc ne peuvent pas connaître, les Français vaccinés contre la cohabitation. A priori, c'est plus le cas si on lit les sondages. Bah oui, c'est même pour ça, a priori, qu'on avait fait le quinquennat. C'était justement pour éviter de nouvelles cohabitations après 3 expériences de cohabitation en France. Donc effectivement, on voit le retour de ce thème. Alors, je suis un peu prudent en même temps sur ce que les Français veulent dire quand ils disent il faut une cohabitation. Évidemment, si c'est le rêve d'un gouvernement d'union nationale, prendre des bonnes idées dans toutes les familles politiques, ben ça généralement on sait que c'est une idée qui est assez soutenue dans l'opinion. Mais est-ce que ça veut dire vraiment qu'il y a un souhait de voir Emmanuel Macron qui serait privé de majorité parlementaire? Ça, je pense que c'est encore autre chose. Philippe Billiger, avec qui on adore cohabiter dans les vraies voies. Voilà, mais je suis comme d'habitude d'accord avec Bruno. D'abord, je note que à peine a-t-on un président réélu qu'il y a des sondages qui viendraient nous démontrer qu'une majorité de Français n'aurait pas souhaité qu'il soit réélu. Alors la cohérence n'est pas au rendez-vous. Deuxième élément, je rejoins Bruno, il y a dans ce désir de cohabitation de la part des Français depuis des années, le vague désir d'une unité nationale dont ils ont la nostalgie et qui n'arrive pas. C'est le premier point. Et le point le plus sombre, c'est tout de même que cette volonté de cohabitation qu'ils paraissent désirer aujourd'hui, elle est une manière un petit peu étrange de créer le pluralisme dans un monde politique. C'est-à-dire qu'au fond, on a absolument besoin de considérer qu'une cohabitation est nécessaire pour faire un pendant à la politique d'un président qu'on vient pourtant d'élire ou de réélire. C'est comme si les Français avaient une sorte de sagesse, d'équilibre ou de perversion qui les conduit naturellement à démentir aujourd'hui ce qu'ils ont voulu hier. Bruno Cotresse. Et je pense que attends, Bruno, il y a un problème de son. Allô? Bruno, on vous rappelle immédiatement. Corinne Tapiero. Écoutez, moi, vous êtes d'accord sur la cohérence déjà? Oui, je pense que tout ça est parfaitement incohérent. Ça suffit de sonder les Français pour tout et n'importe quoi. D'abord, la cohabitation, entre guillemets, elle a déjà eu lieu depuis 5 ans. On est en cohabitation parce que quand on regarde le patchwork politique auquel appartiennent les différents ministres du gouvernement Macron, c'est plutôt un gouvernement, pas d'union nationale, mais un gouvernement qui serait presque un gouvernement de cohabitation. Le macronisme aujourd'hui, c'est Macron, quoi. Il n'y a pas de doctrine politique comme il y avait une doctrine socialiste ou une doctrine gaulliste. Vous voyez, il n'y a pas un corpus d'idées qui serait fondateur de ce mouvement. Donc c'est déjà un agrégat de plusieurs postulats. Donc je ne vois pas comment Macron, élu bien ou mal, bon moi c'est pas mon candidat, nous avions un candidat qui s'est illustré par un -5. Donc voilà. Ça c'est fait, mais je pense qu'il aura sa majorité. Les Français vont lui donner une majorité. D'abord parce que les Français, malgré tout, sont quand même assez responsables. Aujourd'hui, on est en train de faire parler ceux qui rêvent de révolution.
C'est pas pareil. On ne rêve pas de cohabitation. Il y en a qui rêvent, comme Mélenchon, d'un Premier ministre comme Mélenchon qui casserait tout à longueur de journée. C'est juste pas possible, quoi. On a retrouvé Bruno Cotresse qui va répondre à Philippe Bilger et qui va vous répondre, parce que j'ai pris des notes, ma chère Corinne, mais je vais résumer. Ah, très bien. Bruno Cotresse pour répondre à Philippe Bilger. Oui, je dois dire que j'abonde dans le même sens. Il y a évidemment... Les grands esprits se rencontrent, c'est le message. Au lendemain d'une élection présidentielle... C'est flatteur pour moi. Surtout avec un président qui entame un deuxième mandat. C'est-à-dire que les Français connaissent bien. Ils connaissent ses qualités, ils connaissent ses défauts également. Il y a sans aucun doute, à travers les données de ce sondage, l'idée qu'il faut montrer à Emmanuel Macron qu'il faut qu'il s'y prenne différemment du premier mandat. Et d'ailleurs, lui-même n'a cessé de le dire depuis l'entre-deux tours, en nous disant « je vais tenir compte de la pluralité des opinions qui sont exprimées au premier tour, je ne vais pas gouverner de la même manière, ça ne sera pas la continuité de mon premier mandat ». Donc d'une certaine manière, il a ouvert l'appétit des Français pour dire « ah ben qu'est-ce que c'est finalement un Emmanuel Macron qui gouvernerait peut-être de manière moins, entre guillemets, impériale » que pendant son premier mandat, notamment qu'au début du premier mandat. C'est sans doute de tout ça que ça parle. Alors justement, Corinne Tapireau disait... Je résume votre pensée complexe, ma chère Corinne. Vous me reprenez si je me trompe, que quelque part, depuis 5 ans, on avait eu aussi une cohabitation, puisque dans les gouvernements d'Emmanuel Macron, enfin non, d'Édouard Philippe et de Jean Castex, cohabitaient des gens venus de la gauche et des gens venus de la droite. C'est bien ce que vous disiez ? En substance, oui. En substance. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que La République En Marche, c'est la cohabitation du PS, de LR, du MoDem, etc. Et puis on a quand même un président, une Assemblée nationale qui est élue quasiment dans le même temps que le président. Ce serait insensé que les gens lui donnent pas la majorité. Justement, on va faire réagir Bruno Cotresse. Oui, ça serait quand même très bizarre que quelques semaines après, on aille dans un sens diamétralement opposé. C'est sûr que on connaît depuis 2002, il y a un effet de la présidentielle sur les législatives, et les Français, s'ils aspirent peut-être à quelque chose de plus tempéré, avec un gouvernement, un nouveau pouvoir exécutif Macron qui fonctionne différemment du premier mandat, ça ne veut pas dire non plus qu'ils adhèrent au programme ou de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Sinon, ils auraient choisi Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon directement comme président de la République. Abdoulaye Kanté. Oui, je pense qu'on parle de cohabitation, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit ici justement, c'est vrai qu'on est en cohabitation depuis 5 ans avec le melting pot et tout de sensibilité politique qui était au sein du gouvernement. Mais après, c'est vrai que si Mélenchon, lui, qui veut être le Premier ministre, c'est sûr certain qu'il ne va pas dans le sens de l'union nationale, plutôt dans la désunion nationale plutôt. Donc, je pense que là, c'est encore à l'image, on va dire, du président de la République qui a, on va dire, refaçonné le paysage politique de ce pays qui, pour moi, il n'y a plus ces sensibilités droite-gauche. En fait, il y a, on va dire, une espèce de hybride politique. On ne sait pas ce que c'est, cet embryon qui, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que ce qu'on ne connaissait, ces piliers... Les blocs droite-gauche, pour moi, c'est qu'il y a une explosion de ces blocs-là, et je vous avoue, c'est un espèce de flou. Voilà. Je ne suis pas certaine qu'il y ait eu une explosion de ces blocs. Il suffit de poser la question à quelqu'un de droite, par exemple, pour lui dire Macron-Mélenchon, vous choisissez qui ? Il va choisir Macron. Et inversement, quelqu'un de gauche, vous dites Macron, enfin je caricature un peu, Macron-Le Pen, il vous dit Macron aussi. L'idée, c'est pas tellement ça. C'est qu'aujourd'hui, pour que comment il s'appelle, Mélenchon soit Premier ministre, il faudrait déjà qu'il ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est comme 289 députés. C'est comme 289 députés. S'il nous met que des excités comme tous ceux qu'on voit sur les plateaux, à mon avis, c'est pas gagné. Et en plus de ça, je veux dire, même sa seule affiche à Mélenchon, qui est pour certains observateurs politiques un coup politique, c'est quand même un coup de canif dans la Ve République. Il y a quand même un vrai problème. Bruno Cotresse, avant de redonner la parole à Philippe Bilger pour faire réagir à ce que disait Abdoulaye Kanté et Corinne Tapireau. C'est vrai que le paysage politique est éparpillé façon puzzle, comme on dit dans les tontons flingueurs. Mais est-ce que justement, avec je mets des guillemets, le tripartisme qu'il y a, à la faveur de nombreuses triangulaires, on ne pourrait pas avoir une surprise ? Oui, mais pour qu'il y ait aussi des triangulaires, c'est compliqué dans ces élections législatives. Il faut rappeler que pour se qualifier au deuxième tour des élections législatives, il faut faire 12,5 des inscrits. Mais des inscrits. Et donc avec une abstention qui, sans aucun doute, va avoisiner les 50%, ça veut dire 25% des exprimés. Et ça va limiter drastiquement le nombre de triangulaires. Et il va falloir trouver des candidats qui, dans 289 circonscriptions, propulseraient le candidat de la France Insoumise
au deuxième tour et ensuite avec une majorité, on voit que l'hypothèse est quand même très, très difficile à tenir. Les vraies voix, 18h quasi 41, notre grand débat. Souhaitez-vous une cohabitation après les législatives? Vous êtes 81,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec Bruno Cotresse et les vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Corinne Tapiro, Abdoulaye Kanté. Notre grand débat. Souhaitez-vous une cohabitation après les législatives? Vous êtes toujours 81,4% à dire oui. Et nous sommes avec Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Philippe Bilger voulait réagir. Oui, je voulais questionner Bruno sur le point suivant. Est-ce qu'il ne pense pas que l'espèce de suspicion qui laisse croire que Emmanuel Macron ne retrouverait pas forcément la majorité dont il a bénéficié durant 5 ans vient du fait que précisément le citoyen constate que cette première majorité, on pourrait la qualifier d'introuvable en 2017 avec un mélange totalement massif de gens inexpérimentés avec quelques professionnels, et vient également d'un jugement sur le comportement de cette majorité durant 5 ans. Est-ce que ça n'est pas là la traduction d'un désir de la part des Français de voir une majorité un petit peu réduite si elle advenait pour le président réélu? Bruno Cotresse. C'est ce qui s'était passé à la suite de l'élection présidentielle de 1988, où François Mitterrand avait été réélu, et au fond, il retrouve une majorité, mais relative. Et il a fallu, pendant toute une législature, il a fallu au Parti socialiste, au coup par coup, s'allier avec un coup des centristes, d'autres députés, effectivement, pour trouver une majorité. Il y avait une sorte de correctif, effectivement. L'Assemblée nationale... Je vous coupe, et pourtant, c'est dans cette législature qu'ont été votées 2 choses qui fonctionnent encore aujourd'hui, qui marchent encore aujourd'hui. C'était le RMI, qui est devenu le RSA, et le deuxième, c'était la CSG. Oui, parce que c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Hein. Oui, faites une remarque, mais ça existe toujours. Voilà. Je redonne la parole, Bruno Cotresse. L'Assemblée nationale qui a été élue en 2017, effectivement, très forte majorité, avec beaucoup de tout nouveaux venus en politique, beaucoup de députés qui n'avaient jamais exercé de fonction élective auparavant. En même temps, il faut souligner une Assemblée avec un profond renouvellement. L'âge moyen des députés a chuté de presque 10 ans en 2017. Beaucoup de personnalités issues du monde de l'entreprise, issues de l'économie réelle, on va dire, et une Assemblée nationale beaucoup plus paritaire que ça n'était le cas avant. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a vu que dans cette majorité, eh bien, cette majorité, ça n'avait pas été facile. On avait beaucoup de députés qui étaient totalement inexpérimentés. Et il n'est pas sûr d'ailleurs que tous souhaitent se représenter dans leur circonscription aujourd'hui. Alors est-ce que l'aspiration des Français à avoir une majorité moins pléthorique vient d'une évaluation négative de ce qu'était en 2017 l'Assemblée nationale? C'est peut-être pas complètement sûr non plus. Hein. Je pense que ça traduit vraiment plutôt l'idée, d'une certaine manière, d'obliger Emmanuel Macron à tenir peut-être aussi son engagement quand il dit « je veux gouverner différemment, je veux tenir compte davantage des courants de l'opinion ». Corinne Tapiro. Moi, je constate une chose, c'est que aujourd'hui, Emmanuel Macron est en campagne législative pour l'ensemble des candidats qu'il va présenter. Il a commencé la campagne législative, c'est lui qui va l'assumer de bout en bout. Et pour beaucoup, peu importe... Certains disent qu'il validera même tous les noms des candidats aux législatives. Il ferait bien, parce qu'il serait bien inspiré quand même de virer de ces impétrants certains qui ont été condamnés pour avoir castagné leurs potes, leurs collègues à coups de casque, ou leurs femmes, entre autres. Tiens, d'ailleurs, ça, il devrait ne pas leur donner l'investiture, ou qui harcèlent leur personnel, etc. Il y a quand même un certain nombre de candidats, de députés qui aujourd'hui posent problème. Ce qu'on constate, c'est pas tellement important qu'ils soient inexpérimentés. Ce qui interpelle, c'est que cette Assemblée nationale, au final, elle ne ressemble pas à la France. Alors d'accord, elle est paritaire. Si on regarde les catégories socio-professionnelles, d'où viennent l'ensemble des députés, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas d'agriculteurs, voire très peu. Qu'elles soient un peu plus représentatives à l'image de notre société. Il y a quand même beaucoup de professions libérales et de patrons et chefs d'entreprise. Il y a aussi beaucoup de fonctionnaires encore. Et c'est vrai que ça pose une vraie question, parce que comment ils sont en phase?
Ensuite, tous ces députés sortants, alors il y en a beaucoup qui étaient inexpérimentés, comme du temps de Chirac, on mettait une table, une chaise, a été élue, pour peu qu'elle avait d'étiquette RPR ou en 93 par exemple. En 93 par exemple. Donc c'est pas tellement ça l'écueil. C'est comment se sont comportés ces députés sur leur circonscription, parce que ça joue. Tout le monde semble oublier. Des députés, comme on en voit, moi j'en vois sur Paris, sur la 7e, 8e circonscription, qu'on n'a quasi pas vu pendant la mandature et qu'on voit au moment où fleurissent les tracts politiques pour les campagnes électorales, où je pense que ça peut ne pas faire le job jusqu'au bout. Mais des gens qui sont nouveaux en politique, qui sont impliqués dans ce mandat, comme ils se seraient impliqués dans leur association, je pense que ceux-là seront réélus. C'est pas le fait qu'ils soient novices qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on légifère pour tout et n'importe quoi. Ce qui est inquiétant, c'est que ces députés avaient obligation de voter tous les textes qui se présentaient. Ça, c'est inquiétant. En revanche, si on laisse la liberté à ces députés, comme à d'autres d'ailleurs, la liberté de choix, la liberté de conscience sur chacun des textes, alors peut-être qu'il y aura une Assemblée nationale qui sera plus réfléchie. Bruno Cotteret, certains disent, alors c'est sorti dans les médias, que les députés LaREM, avant les investitures, ont des notes qui se font en couleur selon leur fiabilité, leur non-fiabilité sur le quinquennat passé, et que, je le répète, Emmanuel Macron validera tout. Ça pose quand même question, pour revenir à ce que dit Corinne Tapiero. On parlait des godillots du gaullisme il y a 60 ans, on arrive à l'époque des godillots du macronisme ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ça pose une question. Le chef de l'État nous explique qu'il va gouverner différemment. Et puis, on voit qu'il s'occupe maintenant du détail des candidatures dans les circonscriptions. Donc, si c'est Emmanuel Macron qui est lui, le chef de la campagne électorale, d'une certaine manière, le message qu'il nous envoie, c'est le même que Mélenchon. Élisez-moi Premier ministre, nous dit-il aussi, après m'avoir élu président de la République. Et là, on voit qu'effectivement, on retombe un peu sur le problème de la Ve République, qui vient d'être souligné effectivement. Comment faire vivre un Parlement qui prenne des positions, qui ne soient pas nécessairement totalement liées à celles de l'exécutif. Comment faire en sorte que l'initiative législative soit davantage vivante à nouveau. Il y a eu des réformes importantes. La réforme de 2008 de la Constitution a donné des pouvoirs intéressants au Parlement, mais c'est vrai qu'il faut continuer de ce point de vue-là pour que les Français voient beaucoup mieux l'intérêt des élections législatives, parce que sinon on va continuer avec des niveaux d'abstention catastrophiques pour le Parlement. Rappelons qu'en 2017, l'abstention a été majoritaire aux 2 tours des élections législatives. Excusez du peu, c'était pour choisir le législateur. C'est ça justement, en plus on en parlait juste avant, c'est que vraiment le sujet sera l'abstention, parce que c'est vrai que à cette élection il y a un taux d'abstention très élevé, record, et que effectivement ça ne fait pas déplacer les foules, et pourtant ça a une importance parce que ce sont les futurs législateurs, et que il est du devoir, je pense peut-être du président de la République, aussi des personnalités politiques, d'essayer de mobiliser. Mais ce qui floue un peu, on va dire, qui floute un peu ce message, c'est vraiment tous ces bisbis, c'est voilà, entre partis qui essaient de trouver qui serait le bon candidat, etc. Mais au final, celui qui n'arrive pas à voir pour qui voter, ce sont, on va dire, les citoyens. Alors justement, je vais rebondir sur ce que dit Abdoulaye Kanté. Ce sera la dernière question, Bruno Cotteret. Abstention qui risque de causer une majorité assez large pour Emmanuel Macron. C'est comme vous l'avez expliqué au début. Mais quand je lis ce qu'a dit Clémentine Autain, la députée LFI, si ça ne se passe pas comme prévu, il faudra aller chercher la victoire dans la rue. Est-ce que c'est quand même pas un peu inquiétant de dire que de toute façon, si jamais on ne gagne pas les élections, les choses se régleront dans la rue? Est-ce que c'est très démocrate et très républicain? Ils seront dans la rue quoi qu'il arrive. Alors, c'est vachement démocratique ça. Hein. Oui. Voilà, il faut quand même, pour faire la part des choses, c'est un propos aussi de campagne électorale d'une candidate ou d'une personnalité politique qui veut mobiliser son camp, évidemment, et en appeler, je dirais, au sursaut démocratique, au sursaut de mobilisation. Bien, évidemment, je n'imagine pas néanmoins qu'une personnalité comme Clémentine Autain ne va pas respecter le résultat des urnes. Quand elle dit si ça ne se passe pas comme prévu, c'est si ça ne se passe pas comme le souhaite la France Insoumise. Il faudra donc, d'après eux, mobiliser au moment des grands projets de réforme d'Emmanuel Macron. Et c'est la séquence à laquelle nous avions... C'est un petit peu un mauvais sous-entendu quand même, à soulever les foules de manière un peu... Non, mais c'est ce qu'ils appellent la France Insoumise. Voilà, c'est la séquence que l'on avait vue au lendemain de l'élection de 2017,
quand Emmanuel Macron a voulu réformer le Code du travail, par exemple, et que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise avaient voulu se positionner tout de suite comme le principal opposant, avec des mobilisations qui avaient connu des succès, on va dire, relatifs. Les manifestations de dimanche soir, elles étaient quand même très parlantes, hein, excusez-moi. Hein. On suivra ça de très près, ma chère Corinne. Merci beaucoup, Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Verdict sur Twitter. Souhaitez-vous une cohabitation après les législatives? Ça a encore monté. Vous êtes désormais 82,2% à dire oui. Bon.